c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. C'est l'un des rendez-vous politiques les plus importants de la semaine. Vous l'avez attendu depuis que nous l'avons annoncé. Les dessous des cartes commencent avec Jean-Marie Kassamba qui est déjà là. Bonjour Jean-Marie Kassamba, bienvenue à vous. Merci. Et bon lundi. Merci beaucoup, chef. Alors pour ce matin, nous avons trois sujets. On va commencer par faire de la géopolitique mondiale. C'est un sujet justement dont parlent les médias du monde. En France, les élections européennes sont pratiquement à terme. Les derniers, je ne sais pas si c'est déjà confirmé, mais il y a une poussée nette de l'extrême droite. Et en France, Emmanuel Macron a décidé de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. On va le commenter avec vous. Nous parlerons également de l'investiture imminente du gouvernement souminois. Et enfin, on parlera de l'élection du bureau définitif au Sénat, ici en RDC. Commençons par cet acte, cette décision courageuse du président français. Comment le comprendre? Est-ce que c'est un président qui est assez courageux ou peut-être qui est peureux, qui voit la fin qui avance, quoi, qui se profile à l'horizon? Bon, en réalité, ce qui se passe en France, c'est la conséquence d'une situation impromptue, accidentelle, qui avait surpris tout le monde avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Vous savez qu'Emmanuel Macron, c'est un cadre, c'est un banquier qui n'était pas du tout dans le domaine politique. Moi, j'ai fait mon stage à la Banque Rothschild. Il était là-bas comme un grand cadre, fondé des pouvoirs, grand conseiller, etc. Et François Mitterrand l'a approché, l'a nommé au ministère des Finances et de l'Économie, jusqu'à ce qu'il est devenu, pas l'avatar, on va dire, l'ovni que personne n'attendait. En France, il y a eu toujours des partis politiques. Le RPR, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, l'UDF, ce qu'on appelait les Modem plus tard avec François Bayrou. Les années 2000 ont créé une génération des ovnis, dont Emmanuel Macron. Des surprises, quoi. Quand il est arrivé, il a voulu mettre un peu un coup dans la fourmilière. C'est-à-dire quoi? Remettre en cause ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme étant, comme aux États-Unis, les démocrates et les républicains. Il y a au-dessus d'autres petits partis, mais qu'on ne cite pas souvent. Mais lui, il a tout chamboulé, Emmanuel Macron, avec la marche. Et comme nous vivons dans le monde de l'Internet, des télévisions, d'informations en continu, Emmanuel Macron a été adopté par les banquiers d'abord, parce que c'est un banquier, par les capitaines d'industrie, mais évidemment par la communauté juive, comme elle est très puissante. Accessoirement, les gens ont parlé de LGBT, mais c'est un peu accessoire, mais ils sont forts aussi les LGBT en France aujourd'hui. Toute cette grande communauté-là ont poussé que ces jeunes, avec ce qu'il a mis en place, deviennent un mouvement politique qui allait changer en France. Et il a été élu. Et réélu, même. Oui, d'abord il a été élu. Les gens s'attendaient à une espèce de boum, changement radical de l'espace français. Non, il ne s'est rien passé. On est passé
de ces ministres des Finances qui parlent bien, qui maîtrisent les techniques de la communication, qui maîtrisent... il est très bon lorsqu'il parle, mais à un technocrate qui passe comme étant un conseiller, un ministre sectoriel, qui va des dossiers à dossiers, des dossiers à dossiers. Il fait ceci, après il change. Et il n'a pas fait grand-chose de ses premiers mandats. Dans la foulée, les crises l'ont un tout petit peu perturbé. D'abord Covid, les gilets jaunes, et dernièrement maintenant, la guerre de l'OTAN contre la Russie, où ils tentent de devenir les têtes de pont. Ce qui veut dire que la réélection de Macron n'a été qu'un accident de parcours. Autrement dit, les gens l'ont élu par défaut. Parce que, je l'avais dit d'ailleurs ici, les autres fois, la France a peur de Marine Le Pen, le Front National. Pourquoi? Parce que la France est un pays de beaucoup de juifs. Et donc ces juifs ne peuvent pas accepter un parti d'extrême droite qui s'est un peu blanchi un tout petit peu, aseptisé un tout petit peu. On l'appelle maintenant Rassemblement National. Mais le créateur de ce parti s'appelle Jean-Marie Le Pen, extrémiste. Marine Le Pen, c'est la fille de son père. Il y a maintenant l'autre, elle, avec Maréchal, qui est la cousine ou la nièce de la dame, tous extrême droite. Donc là, la France ne peut pas accepter. À un moment donné, les Juifs avaient peur de quitter la France. Beaucoup sont entrés en Israël, etc. Non, la France est devenue antisémite. Mais la réalité de la France, c'est que la France, les secteurs bancaires, c'est les Juifs. Les secteurs médiatiques, c'est les Juifs. Tous les grands avocats, ce sont les Juifs. Tous les spécialistes en matière, on va dire, d'intelligence, hein, on va dire les suites des renseignements, ce sont des Juifs. Et donc, ces gens-là, ils n'accepteront pas que la France soit dirigée par un parti d'extrême droite. Ça va leur faire peur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France? L'Europe est en crise. L'Europe occidentale. L'Europe s'est beaucoup a vieilli. L'Europe n'a plus les moyens financiers notamment. Les BRICS ont fragilisé l'Europe. Le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, la Chine, ouais. La Chine, l'Inde. l'Inde. Et il y a ce qu'on appelle le repli identitaire. Ça veut dire quoi? Les Européens disent, ah, si on ne se réveille pas, on va mourir pour de bon. Et le discours de l'extrême droite en Europe, c'est le discours de repli sur soi. C'est le discours de la peur. Regardez Éric Zemmour avec son fameux remplacement, etc. Une théorie du remplacement. Oui, etc. théorie du remplacement. Dans tous les pays d'Europe, il y a comme une peur des autres. Mais la réalité, c'est quoi, monsieur Boranzi? L'Europe ne peut pas évoluer, fonctionner sans l'immigration. Le métissage aujourd'hui en Europe est tel que quand vous êtes à Paris, il y a des quartiers où vous ne voyez pas le blanc aux cheveux bleus. Non. Allez au Châtelet, allez à la Gare du Nord, allez dans toutes ce qu'on appelle les villes de banlieue, à Évry-Courcouronnes, allez à Marseille, allez à Toulouse, à Lyon. Vous allez voir des Arabes, des Noirs, des Chinois, des Indiens aujourd'hui qui sont français et qui votent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut changer? Et donc, Macron connaît tout ça. L'Europe s'est endettée. La France en particulier s'est très endettée. Très endettée. La France vit avec la dette. Et donc, le discours de Marine Le Pen et de l'extrême droite, un peu en Europe en général, c'est de dire, nous allons maintenant voter comme en Italie.
des gens qui vont essayer de nous défendre. Et Marine Le Pen, si je suis bien mon regard, avait déjà gagné. Bon, ça, on ne peut pas le dire, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce qui a été officiellement publié. Comme aux États-Unis avec Trump. Et donc, il y a dans le chef de ceux qui votent en France cet esprit de mettre le Front National ou le Rassemblement National au pouvoir. C'est pour cela qu'aux élections européennes, elle a gagné, la dame. Mais non, comme une espèce d'impulsion, de pulsion, parce que jusqu'à hier, d'après mes câbles, Attal, qui est le Premier ministre, était contre la dissolution. Ah bon? Oui. A même proposé à Macron de démissionner comme fusible, etc. Parce que les élections européennes, ce n'est pas les élections françaises. Mais bon, comme il perdait la majorité, tout ça, comme dans ses habitudes, Macron a surpris tout le monde. Il a dissous l'Assemblée. Mais c'est avec quelles conséquences, monsieur? Il risque d'avoir cette dame comme Premier ministre. Et ça sera une cohabitation dure. Pas comme celle de Chirac avec Mitterrand. Pas comme celle de Balladur avec Mitterrand. Ça sera l'extrême droite avec Macron. On ne sait pas si c'est la droite, si c'est une mixture de mélange un peu du tout. Et ça va être dur. Donc il a fait ce qu'on appelle le jeu de poker. Ce sont des derniers mandats. Il n'a rien à perdre. Il tente sa chance. Il dissout. Et comme il a dit dans sa phrase d'ailleurs, il a remis au peuple leur avenir parlementaire. Il a dit que c'est un acte de confiance. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse à un autre scénario. S'il n'avait pas dissous ce Parlement, qu'est-ce qui serait passé, en fait? Ce qui serait passé, c'est ce qui se passe déjà. À l'Assemblée nationale française aujourd'hui, Marine Le Pen, avec les groupes parlementaires qu'elle a, avec l'influence qu'elle a, elle est régente des textes là-bas. Les premiers ministres successifs, dont la dame qui est partie il n'y a pas longtemps, ont fait passer leurs textes avec ce qu'on appelle là-bas les 49.3. Qu'est-ce que ça veut dire 49.3? Ça veut dire qu'elle passe en force. Sans avis. Sans le vote du Parlement. Et elle a fait appel à ces 49.3 plus d'une fois. Ça veut dire en langage clair, ce n'est pas les députés qui ont voté. Ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, la dame ici, Marine Le Pen, risque d'avoir ce qu'on appelle une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'élus qui vont régenter désormais la politique en France. En langage simple, qu'est-ce qu'elle prône? Elle prône la suprématie de l'intérêt national, c'est-à-dire les Français d'abord. Elle prône que les immigrés qui sont en majorité, qui contribuent à l'économie française, en grande partie. En ce moment, c'est les Jeux olympiques, mais qui font tous les chantiers? Ce sont des Noirs. La restauration, le secteur médical, beaucoup de secteurs ne fonctionnent que grâce aux immigrés. Quand vous allez dans les métros de Paris, ceux qui nettoient, ce sont les immigrés. Elle est contre ça. Enfin, c'est un discours politique qu'elle a. Parce qu'elle sait que c'est un vivier qui paye. Mais en réalité, les Maghrébins, le Noir, les jeunes issus des Indo-Pakistanais, etc., ces gens-là, ils votent. Mais comme on a restreint un tout petit peu que les postes à responsabilité dans nos secteurs sont réservés aux blonds aux yeux bleus, c'est eux qui vont voter. Le vieil maman, le vieux papa, en campagne, etc., selon les circonscriptions. Et la dame ici risque d'être majoritaire au Parlement. Et Macron va terminer son deuxième et dernier mandat avec un parti d'extrême droite au pouvoir, comme en Italie, comme en Autriche, comme dans d'autres pays d'Europe. Et ça va être difficile parce que Marine Le Pen est contre, par exemple, la guerre contre la Russie. Ce que Macron a prophétisé jusque-là sera mis en brèche. Marine Le Pen est pour laisser le pays africain se développer tout seul.
Conclusion, beaucoup des caciques qui font ce qu'on appelle la France-Afrique, ils vont avoir des problèmes, etc., etc. Mais c'est un avantage pour les Africains alors. C'est un avantage et un inconvénient. Avantage parce que les Africains vont pouvoir diversifier les partenaires et travailler on ne peut plus correctement. Mais en réalité, la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Donc, à un moment donné, la raison d'État va l'emporter. Savez-vous que la zone franc, CFA, contribue à un pourcentage très élevé dans l'économie française. Ces réserves en or, cet argent, sert à la France pour aller chercher l'argent sur le marché financier international. Et même si c'est Marine Le Pen qui est président, elle ne va pas dire on va être coupé de la zone franc. Ça déstabiliserait l'économie française. Bien évidemment. Et ces vieux Français, ces vieilles Français, les gens qui connaissent l'histoire de la France, savent cette réalité-là. Ils vont dire à la dame, attention, nous tenons parce que ces gens-là, parce que nous travaillons avec les pays africains. Et là, aujourd'hui, un discours comme Mélenchon, de laisser les pays africains se développer, etc. Mais quand il sera au pouvoir, la réelle politique va l'emporter sur le reste. Alors, pourquoi c'est dangereux, cette montée des partis nationalistes en Europe aujourd'hui? C'est vu comme une sorte de catastrophe par les Européens eux-mêmes. Mais parce que je vous ai parlé du vieillissement de l'Europe. Et quand les gens sont dans une situation d'inconfort, dans une situation, on va dire, de perdition, on est en quelque sorte en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale, de l'Europe occidentale. C'est l'Europe occidentale qui a dominé le monde depuis des siècles. Aujourd'hui, quand vous regardez cette Europe occidentale, la Russie qui est en vert, qui est une puissance à la fois nucléaire, économique, financière, ni TT ou sans le parapluie des États-Unis, cette Europe occidentale ne peut pas tenir vis-à-vis de la Russie. L'Europe occidentale, si ce n'est pas la Chine qui contrôle les pans entiers de l'économie de l'Europe occidentale. La Grèce, par exemple, la plupart des ports en Grèce sont achetés par la Chine. Beaucoup de fonds souverains européens sont achetés par des châteaux. La Chine a pris le contrôle de beaucoup de secteurs. La Chine approvisionne l'Europe. Regardez, pendant la crise sanitaire de Covid, même les masques ont manqué à l'Europe. Et donc, il y a comme une espèce de repli sur soi. C'est pour ça qu'on a refusé, par exemple, la Turquie, ouais, la Turquie juste en bas, d'entrer dans l'Union européenne parce que la Turquie était une puissance économique et militaire vis-à-vis de l'Europe. Et donc, ces partis d'extrême droite n'expriment que la peur de ce qu'on appelle le Sud global. Le Sud global aujourd'hui, le BRICS, financièrement, ça tient, économiquement, ça tient, militairement, ça tient, et en termes de population, ça tient aussi. L'Afrique, en 2030, aura presque doublé sa population aujourd'hui, qui est en majorité jeune. Et l'Afrique, que l'Europe le veuille ou pas, inonde l'Europe chaque jour avec ces jeunes qui traversent à la nage la mer Méditerranée. On va peut-être parler de Jordan Bardella, mais après, oui. Je voudrais savoir, la Russie est accusée d'ingérence dans les élections qui se passent en Europe. Est-ce qu'elle a à voir justement à cette montée des partis de l'extrême droite? C'est vrai qu'elle soutient, elle finance ces pays, ces partis. Oui. Je vous signale que Marine Le Pen, aux dernières élections, a eu un financement de la Russie. Elle était partie reçue par Poutine au Kremlin. Les images existent. Pourquoi Russie, ils font un bon ménage comme ça, des partis d'extrême droite avec la rue de Kremlin? C'est de la politique, ce qu'on appelle le réel politique. Comment la Russie est intervenue aux États-Unis pour soutenir Trump et faire perdre Hillary Clinton? Mais les Européens font autant.
dans tous nos pays ici, les États-Unis font autant, dans tous nos pays ici, lorsqu'il y a élection, il y a des observateurs, il y a les fondations qui viennent, il y a l'argent qui circule, etc. Parce que c'est ça le lobbying. Si je contrôle les dirigeants de votre pays, je contrôle votre économie, je contrôle les contrats, je peux faire ce que je veux. Les coups d'État sont aussi à la base de tout ceci. Ça s'appelle de la politique, de la géopolitique mondiale. Voilà Marine Le Pen avec Poutine au Kremlin. Elle a eu du financement. Son père également, semble-t-il aussi. Mais évidemment. Et Poutine, ce n'est pas un enfant de cœur. Poutine connaît toute la réalité de l'Europe aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan financier. Est-ce que vous savez que jusqu'à maintenant, il y a des entreprises françaises qui font affaire avec la Russie? Jusqu'à maintenant, l'uranium en France, c'est fourni en partie par la Russie. On n'a jamais coupé. Pourquoi? Si ça coupe, la crise va encore s'amplifier davantage. Le gaz est encore vendu. Ne suivez pas souvent ce qu'on dit à la télé. Ce n'est pas ce qui est vrai. Aujourd'hui, si Marine Le Pen devient Premier ministre de France, ça veut dire qu'elle va conduire la politique de la France. C'est que je doute fort parce que les milieux financiers juifs, le milieu médiatique, ce qu'on appelle les grands médias en France, sont gérés par les juifs. Les grands avocats sont des juifs. Bref, les services d'intelligence sont gérés par les juifs. Si on se rend compte que Marine Le Pen va aller à l'encontre de tout ceci, on va la faire perdre. Il va y avoir ce qu'on appelle rassemblement. Ils vont appeler ça républicain. Aujourd'hui même, ce matin, Macron était à Tulle. Et devine qui est maire de Tulle? François Hollande, qui l'a accueilli ce matin à Tulle. Et bien évidemment, François Hollande lui a dit, Monsieur le Président, vous avez dit sous, c'est très dangereux, mais nous avons essayé de faire le travail pour que vous ayez quand même une majorité relative à l'Assemblée nationale. Parlons de ce Jordan Bardella, oui. Qui est maintenant l'incontournable homme politique en France. Vous avez dit, depuis le 21e siècle, en France, on assiste à la venue des ovnis. Alors lui, c'est peut-être l'ovni des ovnis, c'est Jordan Bardella qui vient tout casser comme ça et qui vient changer le cours de choses. Bardella ne casse rien du tout. Okay. Bardella, il est tout simplement le pion de Marine Le Pen au devant de la scène. Oui, le pion, tout simplement. La seule qui pilote aujourd'hui l'extrême droite, autrement dit, ce que vous appelez la droite aseptisée, enfin l'extrême droite aseptisée, c'est Marine Le Pen, qui est la fille de son père. Son père a eu des problèmes de santé, il était déjà vieux, Jean-Marie Le Pen. Sa fille n'a pas fait le putsch, c'est tout simplement le père qui a transmis à sa fille la succession de son parti. Et là, essayé maintenant, avec les conseils de beaucoup, de humaniser en quelque sorte ce parti d'extrême droite, et elle le met devant qui elle veut. Bardella, il y a eu à l'époque d'autres qui l'ont mis de côté. Si Bardella ne fait pas ce que Marine Le Pen dit, il sera éjecté facilement et personne ne donnera rien. Voilà. La vraie patronne de l'extrême droite française s'appelle Marine Le Pen. Bardella, c'est le capitaine qui est derrière. Jusqu'à présent. Oui. Alors, à vous entendre parler, on dirait que vous n'êtes pas sûr qu'un jour elle pourrait devenir présidente de la République, Marine Le Pen. En France, ouais. La France, ce n'est pas l'Italie. Oui. La France, ce n'est pas la Hongrie. La France, ce n'est pas l'Autriche. La nation française, la Révolution française de 1789, le peuple français est constitué en majorité des Juifs. Il y a eu un peu d'Italiens, un peu de Portugais, un peu. Mais ce sont les Juifs qui sont le soubassement de ce qu'on appelle judéo-chrétien. C'est un pays judéo-chrétien, la France. Ça va être difficile. C'est pour ça que les gens comme les Zemmour, les autres qui développent parfois des thématiques extrémistes, on les fabrique comme ça par les médias, à un moment donné, on stoppe.
Et c'est pour juste gérer l'environnement. Le jour où la dame devient présidente de la France, beaucoup de Juifs vont quitter la France. Et la France va s'affaiblir, ça va devenir un pays de seconde zone. Et ça va être difficile. Et les Africains, normalement, devaient avoir quelle attitude face à tout ce qui se passe en ce Mais les moment? Africains devraient d'abord se faire respecter, c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a une forte communauté africaine en France. D'abord les Maghrébins. Il y a beaucoup de Maghrébins qui sont français, qui votent. Il y a beaucoup de ressortissants d'Afrique noire, surtout de l'Afrique de l'Ouest, des Sénégalais, des Maliens, beaucoup de Maliens. Il y a beaucoup de, ce qu'on appelle là-bas les foyers, les travailleurs, parce que c'est des gens qu'on faisait venir pour travailler dans le métro, il y en a énormément. Il y a beaucoup de Français parmi eux. Il y a les Congolais, nous ici les Aïois, beaucoup. Mais qu'on ne voit pas à la télé. Quand vous regardez la télé, vous ne les voyez pas. Mais allez dans les banlieues, allez partout. Vous allez les trouver exactement partout. Moi, j'ai milité à un moment donné, j'étais membre d'un parti politique là-bas, etc. Et on a, dans le média, essayé de faire exister cette communauté afro-caribéenne, parce qu'il y a des Antillais aussi qui sont des Noirs, qui sont des Afros, ils viennent d'Afrique. Ces gens-là, quand ils vont se réveiller, ils se sont réveillés il n'y a pas longtemps, vous avez vu ce qu'il y a eu comme manifestation là, eh bien, c'est une force, mais qui n'est pas encadrée. Il n'y a pas de leader aujourd'hui, comme aux États-Unis, avec les Mexicains, avec les Chinois, avec les... Non, en France, ça se gère. À un moment donné, vous avez vu que Macron a organisé à Bordeaux, voilà, dans les diasporas d'une manière un peu, je dirais, pour les atténuer, etc., les Achille Bembe, etc. Mais ces gens-là, c'est la France de demain, la France métissée. Avant, on ne faisait pas la publicité dans laquelle on montrait des Noirs et des Chinois. Aujourd'hui, il y a la publicité parce que ces gens-là consomment. Ils consomment énormément. On va parler de l'actualité politique en RDC. Demain à 13h, sauf changement de dernière minute, le gouvernement souminois sera face aux élus, justement en vue de l'investiture. Elle a rencontré plusieurs fois ses élus, d'abord lors de ses propres consultations à elle, le jour où elle a présenté le programme au président Vital Kamerhe. Elle a rencontré encore à l'hôtel du Fleuve tous ses élus. Pourquoi elle est tout le temps comme ça en connivence avec les élus? Ça cache un malaise, comme le disent beaucoup d'autres observateurs. Il y a le malaise. Oui. Il y a le malaise, pourquoi? Parce que normalement, tout ceci ne devait pas avoir lieu. Félix Tshisekedi s'est battu, entre guillemets, pour s'émanciper, ou plutôt avoir les mains libres. C'est ce qu'on lui a fait croire. Quand il a commencé à travailler avec Joseph Kabila. On a dit non, 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 il vous faut avoir votre majorité pour faire des réformes, pour gérer correctement. Il a siphonné les élus des autres, enfin, il est devenu patron des unions sacrées. C'était ça l'objectif. Avoir ses élus à lui. Avec ses élus, il allait prendre des décisions, faire des réformes, sans que personne ne le dérange. Parce que les Tambwe Mwamba, les Mabunda, tous ces gens-là, lui manquaient du respect, entre guillemets, et l'empêchaient de faire des choses. Quand il a fait l'union sacrée, avant, est-ce que les gens ont obéi? Non. Les Congolais n'obéissent pas, monsieur. Les Congolais sont des opportunistes qui essayent de se muer en une dynamique qui les profite d'une manière ou d'une autre. Ils sont venus, à chaque décision importante, ils monnaient. Rappelez-vous la période des palissades. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Sans compter les invisibles, sans compter ce que faisait Mbosso à chaque décision importante. Ils lui ont même fait chanter quand ils sont partis aux élections. Non, 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 il faut nous donner les moyens pour qu'on puisse faire la campagne électorale, c'est pas normal, etc. Et Dieu sait combien ou comment les élections se sont déroulées. Bon, ils sont quand même là, députés. Théoriquement,
Félix Tshisekedi contrôle 80% de ses élus. Et fatalement, ils devaient tous être à la queue leu. On lève l'option, tout le monde vote, comme à l'époque de l'AMP, comme à l'époque des FCC, où à Kingakati, ils étaient à la queue leu. On lève l'option, c'est fait. Aujourd'hui, personne n'est sûr de personne. Ceux qui sont avec Kamere pensent qu'ils ont la raison. Ceux qui sont avec Kabouya pensent qu'ils ont la raison. Ceux qui sont avec Samba, comment il s'appelle, Sama Lukonde pensent qu'ils ont raison. Et la Première ministre peine à mettre tout ce beau monde d'accord. Et c'est pour ça que Kamere ressort sa carte de pacificateur. C'est pour ça que Kabouya sort son talent de l'homme qui éteint le feu à chaque fois. Les derniers feux, c'est qui vient d'éteindre avec Munkamba et Kinduelo au Sénat. Pour dire à Munkamba, non, vieux, attendez, laissez Kindo le terminer, etc. On verra. Il vient de réussir ça. Mais ça ne met pas Félix dans une situation de confort. Parce que les vraies réformes n'ont pas encore commencé. Parce que la dame qui hérite une situation financière très difficile, et je pèse bien mes mots, très difficile, il y a eu des projets de grande envergure qui ont pompé du fric, beaucoup de fric. Certains ont été payés cash, ces projets, qui ne sont pas terminés. Et sur lesquels on va continuer à décaisser de l'argent, ou plutôt à attendre que ça se termine. Il y a eu des engagements par l'ancien ministre des Finances, etc., qui aujourd'hui, ça va peser dans la gouvernance de cette dame. Et Félix Tshisekedi a des ambitions de réformer, de soigner ce deuxième mandat, qui est son dernier mandat. Rappelez-vous ce qu'il avait dit, un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats dans ce pays. Et je pense qu'il est dans cette perspective-là, de faire des réformes, de laisser à ce pays des projets dont il va se rappeler. Moi, dans mon émission, il a dit ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un, le pouvoir pour le pouvoir. Quand je vais arriver, je vais faire des choses. Quand je vais partir, les gens vont se rappeler de moi. Et effectivement, il y a des choses sur lesquelles on va se rappeler, comme on se rappelle aujourd'hui de Joseph Kabila, il a fait ceci, il a fait le pont, il a fait ceci. Tshisekedi a besoin de ça. Tshisekedi n'a pas besoin de changement de la Constitution pour un 3e mandat. Il y a des gens qui s'agitent beaucoup par rapport à ça. Tshisekedi a besoin de marquer son 2e mandat, de réaliser des choses. Mais c'est avec une Première ministre qui va pouvoir travailler avec des ministres disciplinés. Des ministres qui vont l'écouter, qui vont obéir, qui vont faire le travail, avec un Parlement qui ne va pas créer des dilatoires et des motions, comme disait Kalonji Moutamba, et des motions alimentaires. Voilà la question. Ils ont commencé avec des motions alimentaires bien avant même l'investiture. Mon ami, le problème c'est que, même si on ne le dit pas officiellement, l'argent va circuler. Mais il va sortir d'où cet argent? Regardez comment Sama Lukonde peine pour le Sénat. Il fait rappel au chef coutumier, Fichi Masuka en embuscade. Il fait appel aux élus de là-bas. Il fait appel au caucus. Pourtant, ça devait aller naturellement. Tambwe Mwamba n'avait pas fait campagne pour être président du Sénat. C'était un mot d'ordre. Oui, Chikaka a dit pas Bochab, Tambwe Mwamba. Point. Et là-bas, les sénateurs ont élu Tambwe Mwamba. C'est comme ça que ça se passe normalement, même en France, aux États-Unis. Lorsque votre leader lève l'option, tout le monde suit la discipline du parti. Mais chez nous, comme les gens savent que les votes sont secrets, donc si je prends mon pognon, je peux aller là-bas, je mets ce que je veux, et puis les gens vont découvrir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas que la personne qu'on avait prévue.
Alors, Julie Sominot a présenté un programme d'action de 82 milliards de dollars mobilisables en 5 ans, création d'emplois 6 millions en 5 ans également. Vous voyez là une première ministre réaliste ou qui est dans les chiffres comme les autres? Ambition. Mosito avait présenté combien de milliards? Tshisekedi avait présenté combien de milliards? Non, ambition. On réalise, s'il vous plaît, des choses lorsqu'il y a de la méthodologie. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle la gouvernance installée. Lorsque les ressources humaines sont des qualités. Moi, j'enseigne l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat repose sur la compétence et l'adaptabilité. C'est tout. Lorsque vous mettez dans des cabinets ministériels des cousins, des maîtresses, des gens de votre parti qui remplissent des secteurs stratégiques, vous n'aurez pas de résultats. Est-ce que vous savez que la dette intérieure de notre pays absorbe 80% de ce que nous mobilisons comme recettes? Oui, monsieur. Joseph Kabila, lorsqu'il est parti, il a laissé moins de 500 millions de dette intérieure. Aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards. Oh là là. La dette extérieure, j'ai reçu Matata Tamponio ici, nous avait expliqué que quand on avait atteint le point d'achèvement avec Adolphe Mosito, on avait réduit drastiquement la dette extérieure. Aujourd'hui, allez à l'OGDEP, on a explosé la dette extérieure. Madame la Première ministre, elle va faire ses 18 milliards, comment? 92 en 5 ans. Oui, divisé par 5 ans. Ouais. Le budget n'est pas un indicateur, disent les économistes, du développement. Indice de développement humain, l'inflation, PIB, PNB, voilà les choses sur lesquelles le pouvoir d'achat, la stabilité du cadre macroéconomique. Cher ami, que les gens évitent de nous balancer des chiffres qui ne veulent rien dire. C'est lui qui ne donne pas à manger à ses enfants, même s'il a des millions dans son compte, dans sa valise, dans sa maison. Ce n'est pas un homme responsable. Aujourd'hui, on ne paye pas les gens à temps. Il y a l'endettement, il y a les impayements, il y a des rendez-vous très importants, des engagements qu'on n'honore pas. Et donc, la dame a fort à faire. C'est pour ça que je dis que le président Tshisekedi a intérêt, dès l'investiture de la dame, de privilégier la bonne gouvernance en donnant plus de pouvoir à Linguete. À Linguete, Inspection générale des finances, à la Cour des comptes, aux commissions d'enquête parlementaire, de rationaliser la justice. Quand Vonde dit, les magistrats qui ne sont pas avec moi, oui, il faut laisser avant de faire ce travail. Il y a des affaires qu'on n'instruit jamais. Aussitôt qu'on a commencé, coup de fil. Non, on bat la terre. C'est ça qui était le plus important. Lorsque les ministres auront peur de ne pas avoir des frais d'émission fallacieux, de ne pas s'impliquer dans les dossiers qui ne les concernent pas, de ne pas eux-mêmes surfacturer, de ne pas aller dans des missions budgétivores inutiles, Brésil, États-Unis, avec des maîtresses, etc., eh bien, ça va générer de l'argent. Lorsque les institutions ne vont pas pomper 40 à 50% de mobilisation d'argent que nous avons, excusez-moi, si, par exemple, on dit un député, ça doit gagner moins de 3 000 $, personne ne va mourir. Mais il gagne plus de 10 000 $.
comparativement aux professeurs d'université, comparativement aux médecins, comparativement aux militaires. Un colonel, un général de nos forces armées ne touche pas 5 000 $. Mais comment on est arrivé à avoir une Assemblée nationale budgétivore, une caisse des résonances absolue du gouvernement? C'est la culture congolaise qui est comme ça. Et ça ne s'améliore même pas aussi. C'est la culture congolaise qui est comme ça. Les gens se ruent vers les fonctions politiques parce qu'ils ont vu que quelqu'un qui n'est même pas D6, enfin, allez, je vais être gentil, quelqu'un qui n'est même pas gradué, qui parle avec des fautes des Français, qui ne connaît même pas monter un dossier. Il suffit qu'il devienne député. Automatiquement, je dis bien, automatiquement, il a plus de 5 000 $ cash, il a droit à des frais de téléphone, il a droit à un garde du corps, il change drastiquement sa vie. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas autant de candidats, qu'il y ait autant de partis politiques? Allez en Chine, si vous allez voir le train de vie d'un député en Chine. Est-ce que vous savez que 80% des députés français, lorsqu'ils vont à la retraite, ils touchent moins de 5 000 $ de retraite? Même pas. Presque 3 000 $. François Hollande, ancien chef de l'État, allez sur le site. Vous allez voir son dernier traitement en tant que président de la République. Il a moins de 15 000 € de salaire. C'est un haut cadre, c'est un ancien chef de l'État, c'est membre du Conseil constitutionnel, tout ça, tout confondu. Moins de 15 000. Mais quand vous avez des députés qui vous tournent autour de 21 000, aujourd'hui ils sont à 33 000, et tout ça, on mobilise avec moins de 10% des personnes qui payent l'impôt. Moins de 10%. J'ai l'impression que Vital Kamerhe prend un peu sous son aile la première ministre et essaie de lui trouver un chemin, de lui baliser un chemin. C'est pas son rôle. Alors, quel rôle peut-il jouer, je voulais demander. Est-ce qu'il peut discipliner justement aussi les députés? Mais ce n'est pas son rôle. Il le fait par soutien à Félix Tshisekedi. Il le fait parce qu'il a envie de jouer un rôle politique. N'oubliez pas ça. Il le fait parce qu'il a des perspectives 2028. Il fait pour rassurer l'opinion. Mais ce n'est pas son rôle. Le rôle du président du Parlement, enfin, de l'Assemblée nationale, c'est légiférer et contrôler le gouvernement et d'être autorité budgétaire. C'est tout. Ce rapprochement est malsain. Mais bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le mélange des genres. Il devait être à sa place. Il devait attendre que la Première ministre vienne, comme elle est venue avec son programme, elle a déposé. Ensuite, lui, il devait tout simplement mobiliser ces gens là-bas, lui et Kabouya, accessoirement Mbosso, etc., pour que ces gens-là soient disciplinés, qui votent l'investiture pour aller vite, mais qui deviennent très attentifs à la gouvernance dès la première semaine. Mais lorsque vous commencez à faire à la fois le boulot des lobbying, le boulot d'intermédiation, etc., mais vous risquez de mettre sous votre coupe un autre pouvoir, l'exécutif. Ce qui n'est pas le cas. Parce que la dame est responsable devant le Parlement. Pour rendre compte au Parlement qui est la représentation du peuple. Mais on est en RDC. On va terminer par ici, Jean-Marie Kassama. J'aimerais vous entendre votre commentaire sur la sortie médiatique, l'une des dernières sorties médiatiques de Colette Braeckman, qui a été reçue sur Top Congo. Il a témoigné sur Joseph Kabila, qu'il a interviewé. C'était la première personne à l'avoir interviewé. Et déjà à l'époque, en 2001, il avait eu en face de lui quelqu'un d'intelligent, de très sage. Elle a été surprise de voir que Kabila a été très caricaturé dès le départ. Et c'est un peu cette conception de choses qu'on a gardée pendant longtemps, véhiculée par les médias, vilipendée par la politique, l'opposition, etc. Et je suis Jean-Pierre Kayemé, c'est un journaliste, il a dit qu'on devrait demander pardon à Joseph Kabila. Votre commentaire d'abord, Jean-Marie Kassama. Mon commentaire est que dans notre pays, l'histoire finit toujours par rétablir la vérité. Dans notre pays,
on se comporte avec beaucoup de malhonnêteté. On se comporte avec beaucoup de méchanceté. On se comporte avec beaucoup de jalousie. Inutile. Voici Joseph Kabila, fils de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il se ressemble. On lui avait régné cette paternité. J'ai dit le fils. Moi, quand on a assassiné le président Laurent Désiré Kabila, j'étais à Paris. Le premier coup de fil que j'ai eu, c'est de Kengo Wadondo, qui était en exil à Bruxelles. Il m'a dit, mon ami, parce qu'on s'appelle toujours mon ami, on vient d'assassiner le président et son fils. Je dis, c'est qui son fils? Ah, il s'appelle Joseph Kengo Wadondo, qui était opposant et en Belgique. Mais en réalité, Joseph Kabila n'était pas à Kinshasa, il était au Katanga, là-bas, où il était envoyé par son père au front, à Manono. Ce monsieur est né en exil. Ouganda, d'abord Tanzanie, et Bora, il a été en exil dans le pays de la sous-région. Forcément, il ne peut que parler anglais, parce qu'il est né et grandi là-bas. Il a été taxé d'étranger, alors que sa mère est là, son père est là, était là. Pendant que son père était là, tout le temps il disait, voici mon fils. Colette Braeckman, le témoignage qu'elle vient de faire, parce qu'elle a vécu avec le père. Elle est belge, elle n'a rien à gagner. Elle a interviewé le père, elle a interviewé le fils quand il devient président. Moi, j'ai rencontré Joseph Kabila, il parlait à peu près avec le même accent anglophone, parce qu'il est né là-bas, il a grandi là-bas. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté ici? Qui n'était pas intelligent. Qui jouait à des jeux. Je suis même surpris de Qui savoir que jouait au Colette Braeckman Nintendo. a eu vent de ça aussi, qui jouait. Mais bien évidemment, ce sont des affabulations inutiles. Quelqu'un qui est de cette nature peut conduire le front de Kisangani. Kisangani est tombé, Joseph Kabila qui commandait ça. Quand Kinshasa, ici, je peux vous le dire aujourd'hui, Joseph Kabila était en embuscade ici sur le fleuve. Voici quelqu'un qui prend l'armée de terre, qui est la première armée, si vous voulez bien. Il était le chef d'état-major. Vous pensez qu'un inculte peut faire ça? Lire les cartes dans une zone où il n'a pas grandi, commander les Zimbabwéens, les Angolais, des généraux. Il devient président de la République. Premier voyage, les États-Unis d'Amérique. D'abord, il est passé par Paris, rencontré Jacques Chirac, énarque, en tête-à-tête. George Bush père, dans le ranch, tête-à-tête. Et il devient en Belgique, il rencontre le roi des Belges. Tête-à-tête. S'il était inculte, il parlait en quelle langue? Il disait quoi? Maintenant, la vérité est sortie là. Braeckman vous dit, première interview, il parlait correctement Le français. dans un langage conforme, il disait des choses sensées, mesurées. Première interview. Et moi, je l'ai interviewé 6 ans plus tard, en 2006. Ici, je l'aime. On m'a dit la même chose. Ah bon? Oui, Joseph Kabila, on a vu une interview. Bon, certains qui me voyaient sur Télé Sud, ils ne savaient pas. Au journaliste Moko, à Outi Afrique du Sud, à cette interview de Joseph Kabila, il avait mis les questions sous la table et Kabila lisait les questions sous la table. L'interview est là, je l'ai diffusée encore ici la semaine dernière. Ouais. On l'a fait d'un trait. Oui. Celui qui a filmé, il est là, Damien Polo, qui est là, il est au palais du Peuple. C'est lui qui a filmé ça. Je l'ai mis ici. On a dit, moteur, on est parti. 45 minutes, tic-tac, 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 terminé. Dans un français, sans faute de français. C'est là. Diffusé. Quand Joseph Kabila accueille ici à Kinshasa les Jean-Pierre Bemba, les grands avocats comme Roubaix-Roy, son propre oncle, Abdoulaye Ndombassi, grand universitaire, philosophe, Zaïd Ngoma,
professeurs Zadingo, des conseils des ministres, les Kinkeimou Lumba ici. Excellent journaliste, et Dieu sait combien il est pertinent. Kinke a écrit qu'il a été épaté par le niveau intellectuel de Joseph Kabila. Alors, quand les gens ont raconté des histoires, moi je me battais matin, midi, soir à dire, messieurs qui vous voyez en face de vous ici, c'est un stratège politique extrêmement intelligent, qui a une capacité d'analyse et de synthèse hors du commun. Oh, j'aime Kazara fanatique, Alinga Moutunae. Non! Mais là, quand c'est dit par une Belge, j'entends les gens qui m'appellent, ah, vraiment, vous connaissez Brackman, allez chez Nine. Non. Acceptez les gens tels qu'ils sont. Reconnaissez les gens quand ils sont là, vivants. Là, Brackman a fait ses témoignages, Joseph Kabila est là, vivant. Il est en train de faire sa thèse là, qui sera d'une qualité extraordinaire. Voilà. Là, il est en train de lire les cartes avec le général... Mouzama non. Louécha, exactement. Voilà. Là, il est chef d'état-major. Général 2 étoiles. Il n'était pas président de la République. Vous pensez que quelqu'un qui n'est pas intelligent va faire ça? Comme disait Kofi Olomide, mensonge et matarana sincère, rapide. Mais la vérité arrive par escalier. Et on y est. Que les gens aient l'humilité d'accepter, de reconnaître la valeur des gens. Combien de fois votre humble serviteur, ici à Kinshasa, certains remettent même en cause ce qu'il a comme qualité, ce qu'il peut faire comme travail. Votre humble serviteur. Oui. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. On a traité Alinguete ici d'incompétent par un ministre. Oui. Alinguete ici, extrême injure. Quelqu'un qui était excellent comme Matata Mpogno, économiste formé ici au campus de Kinshasa. Donc, voilà. Donc, moi, je dis que ce n'est que justice. Et heureusement, on va diffuser cette interview aujourd'hui. Tout à l'heure, après ces dessous des cartes. Et merci. Et les gens vont suivre Colette Brackman, qui est une amie que je connais bien. Colette Brackman qui avait mis en branle Mobutu à son temps. C'était la seule qui mettait Mobutu dans tous ses états. Elle a dit la vérité. Que les gens aient l'humilité d'accepter les autres. Merci beaucoup Jean-Marie Kassama pour ces dessous des cartes. Je vous en prie. Voilà. Merci à vous également d'avoir suivi cette matinale. On est ensemble depuis 7h30. Vous avez été là pour suivre toutes les rubriques jusqu'à ces dessous des cartes. Très bon après-midi chez vous. Restez avec nous. Après ces dessous des cartes, cette matinale, vous suivrez en intégralité l'interview de Colette Brackman sur Télé 50 et le journal à 13h avec Christopher Ochokoum. Je vous dis au revoir de la part également de toute l'équipe qui m'a accompagné depuis le matin. Alonso, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille.